Jacob Zuma, contraint de démissionner en 2018 à la suite de scandales, sera jugé pour la première fois pour corruption. La justice a décidé de refuser ce vendredi d'abandonner les poursuites le visant. Libéré mercredi dernier de prison à 4 jours du second tour de la présidentielle, Nabil Karoui a remercié ses partisans de leur confiance. Ceci malgré la campagne de diffamation dont il se dit victime. Les vendeurs de bétail ressortissants des pays de l'espace CEDEAO sont mécontents des autorités de la ville de Porto Novo, capitale du Bénin. Les acteurs de cette filière ont eu maille à partie avec les autorités. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, contraint de démissionner en 2018 à la suite de scandales, sera jugé pour la première fois pour corruption. La justice a en effet décidé de refuser ce vendredi d'abandonner les poursuites le visant dans une vieille affaire d'armement impliquant le groupe français Thales. Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rand, soit 240 000 euros, au cours actuel de pots de vin du groupe de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Au début de cette année, l'ancien président avait demandé l'abandon des poursuites pour corruption, blanchiment d'argent et racket dans ce dossier, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières. Vendredi, la justice lui a donné tort. La demande d'abandonner les poursuites a été rejetée, a déclaré la juge de la Haute Cour de Pietermaritzburg. Il s'agit d'une décision unanime, a-t-il précisé. L'ex-dirigeant, présent au tribunal vendredi, peut cependant encore faire appel de cette décision. La Haute Cour a donné raison au parquet qui avait annoncé que les arguments de Jacob Zuma étaient scandaleux et problématiques. Le ministère public a salué cette décision, ajoutant que l'affaire sera entendue la semaine prochaine par la Haute Cour de Pietermaritzburg du 15 au 18 octobre. Il s'agira, s'il a lieu, du premier procès pour corruption de Jacob Zuma, empêtré dans une série de scandales qui ont provoqué sa chute en février 2018. Lâché par son parti, le Congrès national africain ANC, de feu Nelson Mandela, il avait été contraint de démissionner. Il a été remplacé par le nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, qui a promis de nettoyer son parti et le pays de la corruption. Libéré mercredi dernier de prison à 4 jours du second tour de la présidentielle, le candidat Nabil Karoui a remercié ses partisans de leur confiance. Ceci malgré la campagne de diffamation dont il se dit victime. Images et son. Nabil Karoui, un homme d'affaires controversé poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale, est sorti ce mercredi soir de la prison de la Mornagia, près de Tunis, où il était en détention depuis fin août. Libéré sur décision de la Cour de cassation, ce fondateur de la chaîne Nesma TV reste inculpé. Tout en remerciant ses partisans pour leur soutien, Nabil Karoui a assuré ce jeudi qu'il n'y a eu aucun arrangement préalable à sa libération. Avant d'aller en prison, ma famille politique comptait 1000 personnes. Maintenant, elle en compte un demi-million. On m'a mis en prison pour que mes opposants puissent gagner, pour qu'ils puissent avoir la première place aux élections législatives, et ils croyaient que nous allions retirer ma candidature au deuxième tour de la présidentielle. Mais Dieu existe, et le grand peuple tunisien existe aussi. Le peuple tunisien, malgré la campagne de diffamation, on m'a mis, vous savez déjà, où? En prison. Se sont quand même rassemblés et m'ont accordé leur confiance. Cette confiance m'a permis d'arriver en finale et de devenir la deuxième force au Parlement.
Après des élections législatives coincées entre deux tours de la présidentielle marquées par une victoire en demi-teinte du parti d'inspiration islamiste Ennahda, les 7 millions d'électeurs tunisiens retournent aux urnes dimanche prochain pour la 3e fois en un mois. Ils devront départager Nabil Karoui et Kaïs Saïed, les 2 finalistes de la présidentielle qui ont d'ailleurs repris ce jeudi leur campagne. La MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, est revenue sur les attaques djihadistes du 30 septembre et du 1er octobre à Boulkessi et Mondoro, près de la frontière du Burkina Faso, lesquelles attaques ont causé la mort de 40 militaires maliens. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, est consternée par le bilan des attaques terroristes simultanées contre un poste d'une unité malienne du G5 Sahel à Boulkessi et des forces armées maliennes, Fama à Mondoro. Elle condamne avec la dernière énergie ces attaques survenues quelques jours seulement après la 74e Assemblée générale des Nations Unies, où la sécurité au Mali et dans le Sahel a occupé une place importante dans l'agenda de plusieurs réunions de haut niveau qui ont enregistré la participation de chefs d'État de la sous-région ainsi que de nombreux partenaires. Nous avons immédiatement apporté notre aide pour les évacuations médicales pour transporter les personnes blessées. Il y avait de nombreux blessés à l'hôpital de Sévaré. Il était possible d'éviter cette attaque qui a eu lieu. Je vous rappelle, dans un des camps les mieux équipés en termes de ressources humaines, mais aussi techniquement des forces de défense et de sécurité maliennes. On ne peut pas être derrière chaque personne. Selon le dernier bilan provisoire gouvernemental, ces 2 attaques qui se sont produites le 30 septembre et le 1er octobre ont causé la mort de 40 militaires maliens. Ce bilan devrait s'avérer largement en deçà de la réalité, car des dizaines de soldats ont été portés disparus après la bataille, dont un certain nombre ont depuis été retrouvés vivants, selon les autorités qui se refusent à préciser pour l'instant le nombre de militaires encore manquants. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Libéria. 3 stations de radio accusées d'opérer illégalement ont été fermées. L'une de ces stations est Roots FM, dirigée par l'homme politique de l'opposition et critique féroce du gouvernement Henri Costa. Les policiers libériens ont fermé ce jeudi la radio d'Henri Costa, un des plus ardents détracteurs du président Georges Weah. Ils ont également dispersé à coups de gaz lacrymogène quelques centaines de supporters de la radio qui ont tenté de s'approcher. La justice accuse Roots FM d'inciter à la violence et de soutirer de l'argent aux Libériens en les menaçant de s'en prendre verbalement à eux à l'antenne, a dit le magistrat auteur de l'ordonnance de fermeture. Nous avons utilisé la loi sur les télécommunications qui exige que chaque station de radio ou radiodiffuseur ait une licence avant de diffuser sur les ondes publiques et nous avons découvert que Roots FM n'en a pas. Ils n'ont pas de licence, donc le gouvernement a pris des mesures là-dessus. Il existe actuellement 3 stations de radio sur la base des informations fournies au gouvernement par l'autorité des télécommunications du Libéria. Nous avons demandé des autorisations pour ces 3 stations. L'une d'elles a déjà cessé d'émettre, l'autre a accepté de coopérer avec le gouvernement et a donc fermé ses portes. Seul Roots FM a contesté le gouvernement en ne se conformant pas à la loi. Costa est aux États-Unis, lui et sa famille, et c'est seulement nous les pauvres qui en souffrirons. Pour moi, je veux juste la paix. Nous supplions Costa, il devrait avoir bon cœur. Quand ce mandat de Georges Weah prendra fin, s'il veut se présenter à la présidence, nous n'avons aucun problème avec lui. Le syndicat de la presse du Libéria avait accusé la semaine passée Roots FM, mais aussi une autre radio, Freedom FM, contrôlée par un responsable gouvernemental, de passer leur temps à insulter les gens.
Au Kenya, comme dans de nombreux pays émergents, les budgets consacrés aux installations sanitaires sont inférieurs aux besoins. Plus de 8 millions de personnes vivent dans des bidonvilles et 70% d'entre eux n'ont pas accès aux toilettes. Plusieurs entreprises travaillent sur des solutions pérennes et économiques pour résoudre ce problème et recycler les déchets. Georgina habite à Mukuru, un bidonville de Nairobi. Elle partage aujourd'hui avec 4 autres familles une toilette sèche. Avant, elle devait se rendre au bout d'une ruelle mal éclairée pour faire ses besoins dans cette cabane en bois. Ce n'était pas agréable. On utilisait des toilettes sales, c'était horrible. Il y avait plein de germes et on attrapait même des infections. On ne pouvait pas laisser les enfants les utiliser, c'était trop sale. Des toilettes sources de maladies, c'est le quotidien d'1 milliard de personnes vivant dans des bidonvilles dans le monde. Un nombre qui devrait tripler d'ici 2050 selon l'ONU. Difficile d'imaginer équiper tout le monde avec des toilettes, des systèmes d'égout et de gestion des déchets modernes. En attendant, Georgina et ses voisins utilisent des toilettes propres et écologiques créées par une société basée au Kenya. Avec des toilettes sèches comme nos toilettes, pas besoin de construire d'égouts. Vous pouvez imaginer les efforts à déployer pour installer des égouts dans une zone aussi densément peuplée. C'est pratiquement impossible. Autre avantage de ces toilettes sèches, le recyclage des excréments dans un pays où peu de déchets sont retraités. Grâce à ces nouvelles installations sanitaires, les excréments sont recyclés en engrais bio vendus à des fermiers, avec la promesse de voir leur rendement augmenter de 30%. Cet engrais est moins cher que les autres et nourrit bien la terre. La plante grandit beaucoup plus vite et surtout donne beaucoup de fruits. Les attentes sont fortes, les promesses aussi. L'usine de recyclage se donne pour objectif de traiter 200 tonnes d'excréments par jour, soit 10% des excréments de la capitale kenyane, d'ici 1 an. L'égyptologue Zahi Hawass a annoncé la découverte de la première zone industrielle d'Égypte. Cette dernière date de la 18e dynastie dans la vallée des singes. For the first time we made major discoveries. Number one, we found an industrial area. Pour la première fois, on a fait des découvertes majeures. Numéro 1, on a trouvé une zone industrielle. Dans cette zone, on a trouvé un puits nommé KVT avec un four et derrière un réservoir d'ouvriers, un réservoir d'eau. Entre-temps, on a trouvé beaucoup d'incrustations pour décorer les cercueils avec une aile d'Horus et on a trouvé aussi des bagues. L'une porte le nom d'Amenhotep III et une autre, une pour reine. Je l'annonçais en titre, les vendeurs de bétail ressortissants des pays de l'espace CEDEAO sont mécontents des autorités de la ville de Porto-Novo, capitale politique du Bénin. Le mécontentement est survenu suite à un déguerpissement qui a conduit à l'arrestation de certains des acteurs de cette filière ressortissants des pays de la sous-région. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le problème qui s'est passé actuellement, dont nous sommes dedans, nous lançons un appel à tous nos responsables nigériens ou bien tous les responsables de la CEDEAO. Nous lançons un appel qu'ils puissent nous regarder et qu'ils nous aident dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème qui s'est passé, comment on a cassé le marché là. Le marché de vente des moutons. Cri d'alarme d'un père de famille, il n'est pas d'ailleurs le seul à faire face à cette injustice de la part des soi-disant autorités communales de la capitale Porto-Novo au Bénin. C'est une incertitude qui règne présentement sur ce marché de bétail reconnu de l'extérieur. Notre arrivée sur le marché béninois est un bienfait. Pourquoi chercher à nous déplacer vers des endroits qui ne sont pas du tout propices à notre activité ? Et situé à 80 km de l'endroit où nous étions. Il y a un manque d'eau, la sécurité n'est pas garantie. Nous faisons face à un harcèlement de part et d'autre au niveau des frontières. Le déguerpissement forcé organisé par les autorités a créé un vide qui n'est pas du tout du goût du président des vendeurs de bétail de ce marché. C'est regrettable. Le Bénin a toujours été un pays de paix. Aujourd'hui, nous faisons face à un harcèlement de part et d'autre. On nous a dit que la décision a été prise par les autorités et à mon entendement, il y a un doute qui plane sur ces dires.
le constat pour vendre leurs animaux, les vendeurs sont obligés de se cacher. Vivement que les autorités béninoises agissent dans le bon sens afin d'éviter un conflit interpays qui n'arrangera ni le Bénin et les pays d'origine de ces vendeurs de bétail. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.